Et quand tu arrives du coup à vivre ces choses-là avec ces gamins-là, c'est la plus belle chose que tu puisses vivre. Tu te dois presque de continuer à les accompagner et là de dire, bah oui, ça ira. Si toi t'y crois, moi j'y crois aussi pour toi. 1, 2, 3, 4. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour. En tout cas, promis, toujours avec émotion. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre dans La Petite Voix une expérience dont vous êtes sûrement nombreuses et nombreux à avoir rêvé un jour. Aujourd'hui, j'interviewe ma psy, ou plutôt celle qui a été ma psy, un petit peu d'éthique quand même. Donc, je reçois aujourd'hui Josefa Del Pupo, psychologue clinicienne. Josefa, c'est une psy au parcours très riche, bien plus que ce que laissait penser son cabinet Cozy où elle reçoit aujourd'hui en libéral. Avant cette expérience, elle travaillait auprès des jeunes en difficulté et de leur famille. De cette expérience à la protection judiciaire de la jeunesse, elle a gardé le goût du terrain. Car vous l'entendrez, Josefa est animée par l'envie de rendre accessible au plus grand nombre les sujets de santé mentale. Sa place à elle, c'est auprès de ses patients. Alors, pourquoi pas dans un cabinet, mais pourquoi pas aussi autour d'un baby-foot ou au chevet d'une personne en fin de vie. Bienvenue donc dans un épisode où le meilleur côtoie le pire, un épisode entre ombre et lumière, mais aussi un épisode dans lequel on rit, parce que vous l'entendrez, rire, c'est aussi vivre. Avec Josefa, nous allons parler d'une vocation très claire dès le collège, d'une hypersensibilité vécue comme un handicap qui devient une force et de la peur de s'ennuyer. Bonjour Josefa, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Je vais commencer par faire une petite fiche d'identité pour te présenter. Tu t'appelles Josefa Del Pupo, tu as 46 ans et tu es psychologue clinicienne dans l'Ain. Aujourd'hui, tu as une double casquette parce qu'en fait, tu exerces à la fois en cabinet, mais aussi, depuis quelques mois, tu as lancé un cabinet en conseil sur les sujets de santé mentale. C'est ça, oui. Est-ce que j'ai tout bon pour l'instant ? Oui. Super. Bon. Eh ben, Josefa, merci beaucoup d'être là. C'est un épisode un petit peu particulier pour moi parce que, alors, tu vois, j'allais dire on se connaît. En réalité, non. Je te connais. C'est ça. Tu me connais tu me connais même extrêmement bien puisque tu as été ma psy pendant 5 ans. Et en préparant l'interview, je me disais, tu fais même partie des toutes premières personnes à qui j'ai parlé de La Petite Voix. Et moi, je me souviens encore de ton enthousiasme et de tes encouragements. Est-ce que tu t'en rappelles, toi ? Oh, j'ai dû te dire qu'il fallait foncer et qu'il fallait croire en toi. Ouais, t'étais à fond et vraiment, comme moi, j'étais avec cette idée en me disant c'est un peu farfelu. Effectivement, ça m'a aidée. Et puis, tu vois, 5 ans plus tard, où on est. On commence par ton parcours. En fait, ce que tu m'as expliqué, tu m'as dit qu'en fait, toi, dès la 4e, c'était hyper clair que tu voulais devenir psy. Est-ce que tu peux me redire comment ça s'est présenté à toi ? J'ai su tout de suite. Fin de 5e, début de 4e, je savais que je voulais être dans la dimension humaine, de toute manière. Après, j'avais pas forcément les termes exacts. Je savais que c'était psy quelque chose, ou pédopsychiatre, ou psychologue pour enfants, mais quelque chose qui soit en lien avec l'enfance et qui permette, à la base, enfin, mon idée en 4e, c'était de permettre à l'enfant de comprendre le monde des adultes, et surtout l'absurdité du monde des adultes, et de les aider à trouver une place. Donc ça veut dire que pour la petite Josefa en 4e, tu te disais que vraiment le monde autour de toi était un monde absurde ? Oui, ouais. Très rapidement, je crois, vers 10-11 ans, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, oula, là, il y a un truc qui va pas, ça part en cacahuète dans tous les sens, il y a des choses que je comprends pas, et surtout la question derrière, c'est où j'ai ma place ? Enfin, où est-ce que je vais ? Et du coup, comment j'y vais ? Et l'autre point aussi, c'est que j'ai peut-être une forme d'hypersensibilité qui permet du coup de, alors je dirais pas de comprendre, ou en tout cas de ne pas comprendre le monde aux alentours, ou en tout cas de percevoir peut-être toutes les nuances.
Ok, donc en fait, ce que tu expliques, c'est que tu avais une perception aussi du monde qui était filtrée par quoi, une hypersensibilité. Est-ce qu'on peut dire que tu es HPI, zèbre, tu sais, toutes les étiquettes du moment, là? Je sais pas si je suis HPI ou pas. Enfin, si, il y a eu des diagnostics, il y a eu des choses comme ça. Ah, quand même. Oui, oui. Bien Donc c'est sûr. à l'époque que tu as fait cette démarche-là avec tes parents? C'est bien avant parce que dans Bien mon avant parcours, oui, c'était en CP. Moi, je suis originaire d'Alsace. J'ai fait une partie de ma scolarité en Allemagne et à 4-5 ans, du coup, je parlais français, allemand, avec une soif d'apprendre. Et mes parents ont pris conscience qu'effectivement, j'allais m'embêter si je revenais en France et que je réintégrais à ce moment-là la grande section de maternelle. Et donc, ils ont fait les démarches pour que je puisse sauter une classe. Et déjà, à ce moment-là, il fallait un bilan d'un médecin. Et j'ai jamais vraiment eu de diagnostic HPI ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a eu un passage en CP. Je suis obligée de faire un petit arrêt sur image, là, parce que tu nous dis élevé en Alsace, et même quand on vit en Alsace, aller travailler et faire ses études en Allemagne, c'était... Alors, c'est une question très pratique. Du coup, mes parents étaient frontaliers. Mon père travaillait en Suisse, ma mère en Allemagne. Les horaires de garderie française ne permettaient pas de me déposer très tôt le matin. Donc, ils ont trouvé ce qu'on appelle en Allemagne, c'est un mélange entre de l'école maternelle et de la garderie. Ça s'appelle des Kindergarten. Et donc, du coup, j'y suis allée de mes 2 ans à mes 4 ans et demi à peu près, quelque chose comme ça. Ok, d'accord, c'était un truc pratique. Bon, on est d'accord, Del Pupeo, ce n'est donc pas alsacien, tes parents sont d'origine... Les deux sont italiens. Ok, d'accord, ok. Donc, cette toute jeune femme là, en 4e, se dit, ok, je trouve le monde assez brutal, c'est ça, on peut le dire comme ça? Alors brutal, je sais pas, en tout cas mouvant, instable, avec des choses qui sont pas fixes, enfin des choses que je comprends pas. Et je pense qu'effectivement, à 12 ans, même quand tu ouvres les yeux, t'as pas encore tous les outils pour arriver à faire des liens et à comprendre. Et donc je me suis dit, quand je serai grande, j'aurai peut-être les ressources et à ce moment-là, je permettrai aux autres enfants de les avoir. Donc il y a déjà l'idée de soigner et en particulier les enfants en fait. À la base, oui, c'était les enfants. Et donc là, à partir de la 4e ou 5e, pardon, c'est hyper clair et t'as jamais remis ce projet-là en question, t'as suivi tes études. Et plusieurs fois, on m'a dit, au niveau scolaire, parce que j'étais un peu feignante, faut quand même le dire. Je savais qu'il y avait des ressources et donc je pouvais en faire le moins possible au collège et au lycée. Donc pas forcément des très très bons résultats. J'étais à 12. Juste ce qu'il fallait pour passer. Voilà, c'est ça. Et souvent, mes profs et les conseillers d'orientation m'ont dit, mais vous n'avez pas les capacités. Vous n'avez pas les moyens de devenir ou psychiatre, faire médecine, ou même psychologue, parce que vous êtes particulièrement réservé. Alors c'est vrai qu'en plus, moi tu me mettais au fond de la classe, tu m'entendais pas pendant 8 heures. J'allais te demander, oui, comment ça se passait avec les autres élèves en fait. Les autres enfants sans aucun souci. Enfin, j'avais des copains. Enfin, ouais, pas de ok, problème. t'étais normalement intégrée. Oui. Okay. C'est juste que extrêmement timide, très réservée, et que si tu voulais entendre ma voix, fallait vraiment aller me chercher. Et combien de fois j'ai eu comme appréciation dans les bulletins, bon résultat de la part de Josépha, mais a-t-elle une voix? Ah ouais, incroyable. Et du coup, jusqu'en terminale, je crois que certains profs ont essayé de me dissuader de faire ce métier-là. Et puis je leur ai dit, mais non, c'est ça que je veux faire ça. Et je suis rentrée à la fac et là, j'ai vraiment eu la révélation, c'est ce que je veux faire. C'est ça. Donc là, assez vite, tu te dis, non mais là, j'adore et je suis chez moi. Oui. Est-ce que tu as dit, j'ai trouvé ma place? Parce que j'entends que c'est un sujet pour toi. Oui. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que les premières années, c'est des découvertes de plein de branches et de dimensions de la psycho. Ok. Alors, c'est très rébarbatif, mais je me suis dit, voilà, il y a des possibilités d'apprendre plein de choses et c'est vraiment ce que je veux faire. Ok, donc là tu savais que ton idée de 4e était la bonne et t'as creusé ce sillon-là. Du coup, ça, je crois que tu m'as dit ça a duré 6 ans tes études. Donc j'ai fait un DU de pratique de psychologue en milieu hospitalier. Ok. Où là j'ai exercé en soins palliatifs et en service d'onco-hémato, qui a été plus compliqué pour moi aussi parce que j'ai remis en question
tous les apprentissages de la fac. Parce qu'à la faculté, on t'apprend effectivement différentes théories. Tu vois, en plus, moi, je suis issue d'une fac où on était très porté psychanalyse, sujet de l'inconscient, avec la question de la demande du patient, qu'il faut aller expliciter, et presque attendre que le patient vienne à toi. Sauf qu'en soins palliatifs, tu peux pas attendre que le patient vienne. Le patient n'a pas forcément de demande. Et du coup, c'est vraiment à toi d'aller au chevet du patient. Et tu vois, tu me demandais si c'était important de dire que j'étais psychologue clinicienne. Oui. Et là, ça prend tout son sens parce que du coup, clinicienne vient de clinos, qui est donc au lit ou au chevet du patient. Ok. Et du coup, c'est vraiment là que j'ai retrouvé le sens de ma pratique. C'est que moi, je prends mon petit sac à dos, je prends un peu de théorie, je me prends moi, parce que j'ai que moi comme outil, et je vais aller voir, du coup, les patients dans leur chambre. Et là, tu fais quoi? Enfin, parce que j'essaie d'imaginer la toute jeune femme que tu es. C'est quand même pas rien, service de soins palliatifs. Tu te rends compte que là, tes apprentissages, face à cette réalité-là du terrain, c'est un peu limite. Tu fais quoi? Comment se passe cette première rencontre? Le premier entretien, il a été foiré, ça c'est clair, parce que arriver dans la chambre d'un patient avec un cancer en phase terminale et lui dire, bon, là, non, je vais pas parler de l'inconscient, je vais pas parler du nœud borroméen de Lacan, ça passe pas. Bon, je fais quoi? Tu reviens sur les fondamentaux de la relation humaine. C'est bonjour et comment vous allez. Okay. Et moi, c'est Josépha et je suis psychologue stagiaire. Et voilà, si vous avez le temps, si vous avez envie, je suis là pour discuter avec vous. Et finalement, on discutait pas de psycho, mais on discutait de lui, parfois de moi, parce que du coup, on parlait aussi de mes études. Et ce patient-là, du coup, m'a appris finalement comment entrer en relation avec les gens et créer une relation de confiance. Parce qu'au fond, c'est bien beau de porter plein de théories et de concepts en tout genre, mais au fond, c'est quand tu vas à la rencontre de l'autre que tu es réellement dans la psycho. Parce que là, on parlait de lui, de ses enfants, de ses petits-enfants, de son cancer, des métastases, et petit à petit de la fin de vie, et donc de sa peur de la mort. Et puis après, ça partait sur des réflexions un petit peu philosophiques, existentielles. Et je sais pas ce que j'ai pu lui apporter, mais en tout cas, c'était peut-être un temps où il a pu s'autoriser à dire des choses qu'il pouvait peut-être pas dire à ses proches. C'est joli ce que tu dis sur le fait qu'en fait, t'es ton premier outil, toi, en tant qu'humaine. Avant tout ce que tu as appris de théorie psychanalytique, etc., c'est toi l'outil en tant qu'humaine. Parce que tu y vas avec tes propres émotions et ce que tu es. La psycho et les connaissances théoriques, pour moi, c'est que des process. C'est comme si tu allais, par exemple, faire de la maintenance technique. Tu as une défaillance dans le système, tu as une panne quelque part. Le symptôme, c'est la partie visible d'un trouble. Et après, effectivement, avec ta théorie, tu viens voir finalement où est-ce qu'il y a un bug dans le système, qu'est-ce que je peux réparer. Mais ça, c'est que de la technicité. Oui. Si toi, tu viens pas l'habiter avec ta manière d'être, avec tes émotions, avec tes ressentis, avec tout ce que tu es, ça n'a pas de sens. C'est intéressant, tu vois, parce qu'on a toujours l'idée je sors un peu du cadre et de ton parcours, mais tu vois, cette idée du psy très très neutre, qui nous montre rien, etc. Et toi, t'es en train de nous dire un peu l'inverse, là. Bien sûr, parce que au départ, t'es formé comme ça, avec ta neutralité bienveillante. Mais enfin, flûte la neutralité bienveillante. Enfin, tu peux pas la garder. Surtout pas dans le parcours que j'ai, quand tu vas avec des patients malades. Après, j'ai travaillé avec des délinquants, avec des enfants victimes de maltraitance. Maintenant, j'exerce aussi avec des victimes, que ce soit violence conjugale, viol. Tu peux pas garder cette neutralité bienveillante, c'est pas possible, parce que forcément, émotionnellement, ça vient te chercher. Bien sûr. Et ça va être difficile de ne pas être touché par la vie de l'autre. Ouais. Et je trouve que c'est peut-être là que va se nicher l'authenticité de la relation. C'est que du coup, toi aussi, il faut que tu puisses dire à l'autre, ton histoire me touche. Et là, on revient peut-être à la première question que tu m'as posée sur l'hypersensibilité. Pendant toute mon adolescence, ma début de vie d'adulte, j'ai trouvé ça comme un frein. C'est un handicap pour moi, mon hypersensibilité. Et puis finalement, j'en ai fait un outil et presque une richesse professionnelle où, du coup, je capte l'émotion de l'autre, j'essaye de m'accorder à celle de mon patient, mesurer la mienne. Et en fonction de mon émotion aussi, voilà, je me dis, là, on est sur, je sais pas, sur de la tristesse, sur de la colère, sur cette forme d'empathie. Et du coup, maintenant, je m'en sers. Donc là, tu as évoqué cette première expérience de terrain en service de soins palliatifs, mais ensuite, assez vite, dans ton parcours pro, une fois tes diplômes en poche et tout ça,
tu vas passer le concours de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est ça? J'étais à l'époque, je travaillais comme prestataire de service pour la mission locale. Le bureau où j'exerçais était dans un des quartiers un peu chauds de Colmar. Et au départ, normalement, avec la mission locale, tu rencontres tous les jeunes de 16 à 25 ans qui ont des problématiques d'orientation. Et au fur et à mesure, les conseillers de la mission locale se sont rendus compte que j'avais une petite appétence pour les profils un peu difficiles, un peu hors normes. Et du coup, j'ai rencontré pas mal de gamins qui vivaient en foyer ou qui avaient des parcours morcelés, qui étaient perdus dans leur orientation et très souvent accompagnés par des éducateurs, et notamment des éducateurs de la PJJ. Et c'est comme ça que j'ai découvert la PJJ. Donc PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. Donc c'est vraiment tout le service du ministère de la Justice, mais orienté vers les mineurs. Donc aussi bien sur du pénal et de l'accompagnement de mineurs qui ont commis un passage à l'acte. De délinquants, ouais. De délinquants. J'ai du mal à les appeler des délinquants. Ah, intéressant, on va en reparler, ouais. Et du coup, il y a aussi une partie civile de protection de l'enfance. Et donc du coup, je découvre des éducateurs. Je trouve qu'ils font un métier génial. Je trouve que la PJJ est exceptionnelle dans ses missions à ce moment-là, en me disant, bah tiens, c'est chouette, il y a un service judiciaire, éducatif, qui permet à des gamins, avec un parcours meurtri, de peut-être trouver une voie et de se retrouver. Et c'était à Nevers, hein, juste pour préciser géographiquement, ça. Là on a quitté l'Alsace, donc 8 années, quand même, encore une fois, au contact de sujets, je pense, j'imagine, difficiles. Enfin, quand un gamin a affaire à la PJJ, c'est que déjà, il y a un parcours un peu troublé, non? Alors oui, il y a un parcours troublé. C'est assez diversifié parce que tu peux avoir des gamins qui grandissent dans des milieux extrêmement défavorisés et où effectivement, pour eux, peut-être pas d'autre possibilité que de passer par de la violence et du vol ou des choses comme ça pour trouver une identité ou trouver un échappatoire, ou parfois ça fait même partie de certaines cultures familiales, je dirais, parce qu'il y a des familles qui grandissent avec la délinquance ou qui évoluent avec la délinquance. Donc là, c'est assez difficile de leur dire ce que tu fais et ce que ton grand frère fait, plus le père, plus le grand-père, plus les bénéfices secondaires que la maman a, c'est juste un délit, mon gars. Donc peut-être qu'il faut que tu revoies tes principes. C'est super compliqué. Donc il y a ces enfants, alors je mets beaucoup de guillemets parce que tu le dis, t'es pas à l'aise avec le terme de délinquant, mais en tout cas, des gamins en difficulté, et puis après la protection même d'enfants qui sont eux en danger au sein de leur propre famille. Oui, c'est ça. Parce que du coup, il y avait une des missions posées par le juge des enfants qui est l'évaluation des situations de danger ou de risque de l'être, où là, effectivement, alors tu vas à domicile chez les gens, toujours accompagné d'un éducateur ou d'une assistante sociale. Et puis, tu vas à la rencontre des gens. Et qu'est-ce qui se passe et comment et pourquoi. Donc, t'as pas un quotidien classique où tu reçois les gens à ton bureau ou les enfants et leurs parents à ton bureau, quoi? Ça se passe comment? T'es beaucoup sur le terrain? Alors, normalement, en tant que psychologue, j'interviens peu, normalement, à domicile. Je suis censée les recevoir au bureau. Il y en a quelques-uns qui viennent au bureau. Mais la plupart du temps, et notamment dans la Nièvre, c'est un département qui est très rural, et il y a des gens qui habitent à 1 heure de Nevers, qui n'ont pas forcément de moyens de transport, qui ne vont pas se déplacer déjà pour la PJJ, et encore moins pour une psycho. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme effectivement en soins palliatifs ou comme ailleurs, tu vas à la rencontre des gens. Et donc du coup, avec certains éducateurs ou l'assistante sociale, j'allais avec eux et c'est eux qui me présentaient et j'allais à domicile en me disant tiens, voilà, c'est Josépha, c'est ma collègue psychologue, elle est là aussi pour vous rencontrer. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que du coup ces gamins-là, pareil pour le foyer, tu peux pas les ramener dans un bureau. Ils ont pas l'habitude d'aller chez le psy et du coup la clinique, elle se fait autour d'un baby-foot où elles se font sur les marches du foyer, où elles se font, et moi dans mon bureau c'est pareil, du coup c'est pas un bureau à proprement parler. Très souvent je me suis retrouvée à 4 pattes avec des Legos, avec des maisons de poupées, à jouer avec eux, à faire des dessins, et c'est comme ça que tu rencontres du coup les gamins et que tu rencontres des situations délicates. Et ce que la PJJ m'a apporté, c'est vraiment une super grosse leçon de vie où tu te prends des baffes d'humilité. Alors, j'aurais 40 000 exemples, je sais pas lequel est le plus marquant. J'en ai 2 en tête qui me restent. C'est une petite fille de 6 ans
qui me raconte comment elle vit à la maison, des parents avec un parcours de toxicomane, de l'alcool, beaucoup de maltraitance, de violence, enfin des choses comme ça, et qui finit par me dire mais t'inquiète pas, ça va aller. Ah mais non. Attends, c'est elle qui te rassure. Voilà, c'est ça. Mais non, attends. Wow. Moi, je suis l'adulte, moi, je suis la psycho, je suis peut-être éventuellement là pour dire au magistrat de te protéger. Mais d'où tu me dis que ça va aller? Et il y a eu elle, et puis il y a eu un autre jeune qui m'a marqué aussi, mais qui lui était sur le foyer, qui était originaire du Rwanda, avec tout ce que l'on connaît d'épisodes sordides vécus au Rwanda, et qui était un rayon de soleil. Il était, souriant, enfin il y avait un rire et des étoiles dans ses yeux, mais du matin au soir. Et là tu te dis, avec ce parcours-là, lui il arrive à sourire, à faire des blagues et à manger la vie à pleines dents. On est d'accord que ce sourire-là, il n'était pas fin. Je suis obligée de te poser la question. Non, vu les atrocités qu'on imagine qu'il a pu voir ou vivre. C'était vraiment du fond du cœur. Ah oui, vraiment, parce qu'après, quand on évoquait effectivement son parcours, oui, il y avait de l'émotion, il y avait un état de stress post-traumatique, il y avait tous ces symptômes-là. Mais à côté de ça, il mesurait la chance d'être encore en vie. Et quand tu arrives du coup à vivre ces choses-là avec ces gamins-là, c'est la plus belle chose que tu puisses vivre. Tu te dois presque de continuer à les accompagner et là de dire, bah oui, ça ira. Si toi t'y crois, moi j'y crois aussi pour toi. Bien sûr, c'est chouette parce que t'en parles encore avec l'émotion. Ah ouais. Donc les 8 années que t'as fait à la PJJ, c'est une grande leçon de vie en fait. Il y a cette humilité-là et puis cette idée de se dire que on peut être résilient. Alors on peut l'être et du coup notre travail de psychologue, c'est d'amener aussi les personnes à l'être. Et puis après, il faut aussi accepter qu'il y a des enfants, il y a des personnes qui n'ont pas peut-être les ressources ou qui n'ont pas la temporalité pour l'être non plus. Mais c'est pour ça aussi que j'aime pas ce terme de délinquant, parce qu'au fond, un gamin qui arrive à des passages à l'acte, parfois atroces pour certains, c'est aussi des gamins en souffrance. Ton aventure à la PJJ de Nevers, elle va se terminer parce que pour des raisons perso, tu viens vivre près d'ici, là, dans le Beaujolais, dans l'Ain, enfin voilà. Ah ouais, j'ai rencontré mon âme sœur ici. Ok. Donc il te fallait une bonne raison quand même pour quitter la PJJ, parce que on entend à quel point tu as aimé cette expérience, à quel point elle te nourrissait, quoi. Alors oui, j'ai adoré ce service-là. Après, la Nièvre, c'est quand même un choc des cultures en venant de Strasbourg, atterrir à Nevers. Donc finalement, revenir dans quelque chose d'un peu plus vivant, ça m'allait bien. Et du coup, faire le deuil d'un service comme ça, avec en plus, j'avais une équipe géniale. J'avais un directeur qui était, mais je pense aussi, avec des valeurs humaines exceptionnelles. Je me voyais pas retourner sur un même service à Lyon ou à Mâcon. Je me voyais pas être dans la comparaison de tiens, mon équipe avant elle était comme ça. Donc du coup, j'ai quitté le terrain et je suis partie comme formatrice au pôle de formation de la PJJ toujours, mais sur Lyon. Donc là, on est en 2012 si je dis pas de bêtises. Donc là, tu déménages et en fait, donc pour ne pas faire de copier-coller et de comparaison, tu ne veux pas poursuivre comme tu faisais à la PJJ. En revanche, tu restes dans ce monde-là puisque tu vas être amené à former des éducateurs, des assistantes sociales, des psychos, toujours sur les mêmes dimensions, tout ce qui est pénal et clinique du passage à l'acte, et arriver à trouver un sens à un passage à l'acte et accompagner le gamin avec. Et puis tout ce qui est civil et donc protection de l'enfance, évaluation de la maltraitance, soutien à la parentalité. Et puis au fur et à mesure, du coup, il y a des thématiques qui reviennent déjà un peu plus. La question de la violence conjugale. Donc ça c'était une des thématiques. Et l'autre thématique qui me tient toujours à cœur et que j'ai développée un peu plus après, c'est les violences intrafamiliales et notamment les violences sexuelles, avec la question de l'inceste et voilà. Ça, j'imagine que tu y avais été exposée déjà à la PJJ, à ces sujets-là. Oui, beaucoup. Inceste et surtout de l'inceste fraternel, puisque nous, on avait les auteurs mineurs, donc forcément des auteurs ados dans leur sphère familiale. Donc, 2012, tu deviens formatrice, mais assez vite, tu tournes en rond. Oui, toi, t'as besoin de mouvement, en fait. On l'a compris. J'ai besoin de stimulation. Et du coup, au pôle de formation, c'est très souvent les mêmes thématiques de formation qui reviennent. Il y a quelque chose qui est peut-être trop rigide pour moi aussi, dans ce système-là. Donc, au bout de 2 ans, je me suis dit, il va falloir que je trouve une porte de sortie.
Qu'est-ce qu'il me faut comme porte de sortie? Le terrain me manque. Donc, du coup, j'ai demandé à avoir, au départ, une journée. Je suis passée à 80% pour m'installer en libéral. Et puis, au fur et à mesure, le 80% s'est transformé en mi-temps. Et là, depuis 2017, je suis en dispo à temps plein. Donc c'est là où tu as complètement lâché cette casquette de la protection judiciaire de la jeunesse Oui. pour devenir psychologue libéral avec ton cabinet. Quand même, tu partais avec des situations extrêmes, en fait, ce que tu avais vécu. Et puis là, en cabinet, potentiellement... Alors, c'était ma crainte parce que, alors pardon là aussi pour l'étiquette, j'avais peur d'avoir la ménagère de plus de 50 ans. Et finalement, pas du tout. Ah Pas ouais? du tout parce que c'est extrêmement riche. Tu peux accueillir aussi bien des enfants. Alors, enfants qui ont des problématiques scolaires, troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Ouais. Tu peux accueillir des gamins qui ont des débuts de troubles du spectre autistique. Après, tu arrives sur les problématiques des ados avec des troubles du comportement alimentaire, des scarifications, les troubles dépressifs. Et puis après, ça ouvre sur l'adulte avec, mais alors, toutes les dimensions, du coup, de la santé mentale qui puissent exister. Il y a toutes les dimensions, mais est-ce que... toi qui avais côtoyé des situations graves, extrêmes, est-ce que là, du coup, c'est pas... tu te dis pas parfois, franchement, arrêtez de vous poser trop de questions. Ce serait pas correct vis-à-vis de certaines personnes que j'ai suivies. Mais si, parfois, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Ouais, bon, et alors ?» Et pourtant, c'est là qu'il faut, du coup, toujours se recadrer et aller dans l'univers de l'autre. C'est que finalement, avec peut-être mon parcours ou le parcours des patients que j'ai accompagnés jusque-là, je me dis « Bon, c'est pas si grave, c'est bon. » Tout va bien. Mais en même temps, pour eux, ça l'est. Ouais. Et du coup, si ça l'est pour eux, ça vaut le coup d'aller voir pourquoi ça l'est pour eux et de leur permettre de s'en sortir. Bon, effectivement, il faut croire que tu t'es pas trop ennuyée parce que tu as commencé donc à plein temps en cabinet en 2017, c'est ça? Ouais. Donc oui, officiellement, je suis à temps plein au cabinet, mais avec ce temps plein-là, j'intervenais à côté, et j'interviens toujours comme formatrice dans les écoles d'infirmières, les écoles d'éduc, mais aussi du coup en formation continue pour des professionnels. Et donc, dans ce côté multicasquette, tu as ouvert il y a quelques mois un cabinet conseil en santé mentale. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? La première motivation, elle était personnelle, parce que je me rends compte avec les années qu'émotionnellement, toutes ces situations-là me touchent beaucoup. Tu vois, autant à la PJJ, c'est des situations hors normes. C'est des situations avec lesquelles tu ne t'identifies pas. Quand tu es en libéral, ça peut être ton voisin, ton frère, ta sœur, tes copains. Et là, du coup, je me suis rendu compte à certains moments que c'était difficile de mettre une limite et de mettre une barrière. Et que je ramenais parfois émotionnellement ces émotions-là à la maison aussi et que ça me travaillait beaucoup. Et il y a un principe de réalité derrière, c'est que j'ai fait un calcul de point retraite et que je vais être obligée de travailler jusqu'à 67 ans. Et que je me suis dit, mince, 67 ans, je suis pas sûre d'être en capacité encore de pouvoir être là-dedans. Et en même temps, c'est paradoxal, parce que je te dis ça, mais en même temps, j'ai besoin de ces émotions-là aussi. Mais oui, on voit à quel point ça te nourrit, quoi. Oui. Et donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui va me mettre un petit peu extérieur à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, du coup, j'ai été accompagnée par une coach en orientation pour essayer de trouver un projet qui puisse correspondre à mes valeurs, qui puisse avoir du sens. Et je me suis dit, de toute façon, il faut que je sois dans la santé mentale. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va peut-être bousculer un petit peu le monde et je vais faire rentrer la clinique dans le monde du travail. Ok. Et effectivement, quitte à trouver du sens, autant essayer de monter une structure qui puisse continuer à informer, à sensibiliser aux dimensions de santé mentale, à déstigmatiser aussi les troubles et surtout dans le monde du travail. Ouais. Donc là, c'est quoi? T'es au service des entreprises? Alors, je pense qu'il y a un peu tout. Le plus gros, c'est effectivement au service des entreprises, déjà pour des formations et des ateliers de sensibilisation sur les grosses thématiques en ce moment, c'est le harcèlement, les violences sexistes, beaucoup. Ouais, il y a des sujets. Voilà, et qui ouvrent sur les violences sexuelles, sur la question de l'emprise. Donc, tu vois, on n'est quand même pas très très loin des questions cliniques. Et après aussi, il y a un autre volet qui est l'accompagnement, ou accompagnement collectif, ou accompagnement individuel, pour du débriefing, parce que là, c'est vrai qu'on parle des grosses thématiques, épuisement professionnel, harcèlement, emprise,
Mais derrière, il y a des salariés qui vivent des situations parfois dramatiques, où ils assistent à des décès, à des agressions, à des tentatives de suicide, parfois sur le lieu du travail. Et à ce moment-là aussi, il faut pouvoir les accompagner pour pouvoir effectivement, mettre des mots sur ces émotions-là et les amener peut-être à, je dirais pas une forme de résilience là, parce que c'est quand même assez ambitieux, mais en tout cas, d'apaiser les émotions. Ok. Il y a plein de choses qui me viennent en fait dans ton parcours. Moi, ce que je n'arrête pas d'entendre, c'est à quel point c'est toi qui emmènes les sujets de santé mentale et de psychologie vers les gens. J'avais jamais réalisé à quel point ces sujets de santé mentale, c'est souvent nous, à titre perso, qui devons faire le pas de contacter un thérapeute, aller se renseigner sur Internet, sur comment aller mieux, etc. Et toi, il y a comme un fil rouge dans ton parcours qui est de toujours être proactive, en fait. Tu vois, on inverse un peu le sens classique des choses. Comment tu l'expliques ? j'ai horreur, tu l'as compris, j'ai horreur des étiquettes. J'ai pareil, horreur de la généralisation et de ce côté parfois d'idées préconçues, de choses toutes faites. Je supporte pas. Il y a vraiment quelque chose qui m'agace limite vis-à-vis de ça. Et j'ai envie de bousculer les mentalités. Je pense qu'il y a au fond un côté très militant chez moi, mais je me vois pas être militante, le poing levé. Être sur le devant de la scène me correspond pas. Mais pourtant, travailler dans l'ombre, permettre que les regards changent sur certaines thématiques et du coup, changer les mentalités, ça par contre, ça me correspond. Tu me tends la perche pour passer à une parenthèse qu'on voulait faire dans cet échange. Juste pour redonner un petit peu de contexte, en fait, en ce moment, il y a une opération qui s'appelle le Podcaston. Ça permet à des podcasteurs, on est plusieurs centaines, je crois, à vouloir mettre en avant une association en particulier. Et je trouvais intéressant de te donner la liberté de nous parler d'une asso. Et cet asso, qui est d'ailleurs plutôt un organisme, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Psycom. Et je te laisse en parler parce qu'on est complètement dans ce sujet-là de démocratiser les sujets de santé mentale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? J'ai découvert Psycom il y a 1 an, par hasard, parce que je cherchais sur Internet des flyers ou des petits résumés sur les troubles du comportement alimentaire. À l'époque, je crois que c'était ça, pour expliquer à une ado et à son parent ce qu'était l'anorexie. Et en cherchant du coup une fiche sur l'anorexie, je suis tombée sur leur site internet et effectivement, ils ont pour vocation d'informer, de sensibiliser sur toutes les thématiques de santé mentale et ils sont extrêmement riches d'outils parce qu'ils ont des flyers, ils ont des brochures sur les troubles dépressifs, les troubles anxieux, l'anorexie, la boulimie, la schizophrénie, enfin c'est extrêmement large. Et derrière, il y a des outils aussi pour pouvoir travailler ces questions de santé mentale aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. J'avais regardé quand tu m'en as parlé, c'est un organisme d'utilité publique. Le site d'ailleurs est hyper bien fait et je trouve qu'en fait effectivement ça te va bien parce que on est dans ce truc d'aller à la rencontre des gens sur les sujets de santé mentaux, de rendre tout ça accessible à tout le monde en fait. Donc merci pour cette petite parenthèse. Je veux juste revenir sur la manière dont tu travailles. Toi, tu me disais quand on a préparé l'entretien que ce qui est important, c'est l'approche holistique. Parce que finalement, la personne humaine, c'est pas juste un inconscient. Parce qu'on pourrait regarder effectivement notre patient par le prisme de la psychanalyse, et ça a été ma première formation à la base, mais on n'est pas que sur des mécanismes de refoulement d'inconscient, de mécanismes de défense. On est forcément en interaction déjà enfant avec ses propres parents, avec sa fratrie, donc on rentre dans un système, dans une dynamique. Alors système à entendre en termes de systémie, donc du coup de dynamique familiale où chacun interagit les uns avec les autres, chacun fait passer ses émotions aussi en réaction comme ça, mais on est aussi dans une société, on est aussi dans un environnement, et qu'effectivement derrière il y a aussi toute la dimension peut-être un peu plus neuro, du jeu de toutes les sphères de la neurologie, et des hormones, de tout ce qui rentre en jeu finalement dans la prise en charge de l'humain. Donc on peut pas être que sur une seule dimension, c'est pas possible. Je me suis formée à d'autres outils, notamment la systémie familiale, qui permet effectivement de prendre en compte toutes les interactions. J'ai fait un petit détour aussi par la neuro,
notamment sur les questions d'accompagnement des victimes et de l'état de stress post-traumatique pour arriver à comprendre comment fonctionnait la sidération, par exemple. Et forcément, ça permet de ramener aussi des éléments peut-être plus concrets à expliquer aux patients de oui, là, ce que vous vivez là, c'est juste normal. Le cerveau fonctionne comme ça. Est-ce que tu dirais que, en tant que psy, on attire les patients qu'on mérite? Je te pose la question parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent comme un espèce de truc qui fait qu'on va attirer des personnes avec des profils ou des problématiques assez similaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux constater, toi, dans ta pratique? Alors, je sais pas si c'est le cas, mais alors si c'est le cas, qu'est-ce que j'apprécie mes patients. Après, je pense qu'il y a un tri qui se fait aussi parce qu'il y a des thématiques avec lesquelles je suis pas à l'aise et il y a des, je sais pas comment dire ça sans être jugeante, mais il y a des profils de personnes avec lesquelles je suis pas à l'aise et du coup, je pense qu'ils n'accrochent pas avec moi non plus. Tu seras où dans 5 ans, Josépha? Aucune idée. Très certainement dans un endroit qui me convient, où je suis bien, mais après, lequel, je sais pas. Donc, toujours l'idée de trouver sa place. D'avancer. Là, c'est plus sur je cherche ma place. J'en ai une. Aujourd'hui, j'en ai une. Mais je sais qu'elle va être mouvante parce que je sais que j'aurai envie d'autre chose, que j'aurai envie d'une autre place ou de faire autre chose. Mais peu importe. Du coup, ça me va. Ok. Parfait. Bon, donc on va terminer avec les questions rituelles de la petite voix. Est-ce que, Josépha, tu écoutes souvent ta petite voix, ton intuition? Maintenant plus, beaucoup plus. Quand j'étais jeune, pas du tout. Je l'écoute, je l'affirme un peu plus. Après, c'est super compliqué, parce qu'il faut quand même avouer que j'en ai plusieurs des petites voix dans ma tête, et qu'à mon avis, on est quand même bien nombreux, et que je dois être sous une forme de management tournant, parce que je sais jamais qui est le chef. Bon, alors explique-moi, je suis obligée de te demander de m'expliquer ces histoires de petites voix. Est-ce que t'as la petite voix sympa, celle moins sympa? Comment ça se passe avec tes petites voix? Mais j'ai toujours la petite voix qui va du côté de l'empathie, celle de la compréhension, j'ai toujours le critique intérieur, j'ai toujours, et oui, il y a toujours plein de petites voix de tiens, tu devrais faire ça. Ah, mais non, mais tiens, mais si tu t'écoutais un peu, et ah, mais ça, ce serait bien aussi. Et... C'est fatigant. Bah oui. je comprends. Je sais que tu aimes beaucoup lire. Tu m'en as passé plein des livres. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement aidé, éclairé? Alors, dans les ouvrages, c'est difficile de choisir, parce qu'effectivement, il y en a plein. Il y a un poème, du coup, c'est pas un ouvrage, qui m'a marqué, que j'ai découvert jeune, très jeune, et que j'ai redécouvert des années après avec le film Invictus, tu sais, qui mettait en avant la vie de Nelson Mandela. Et c'est justement ce poème-là, Invictus. Alors, j'ai noté le nom de l'auteur pour que je ne l'oublie pas, c'est William Ernest Henley. Ok. Et les dernières strophes, finalement, ont marqué, je pense, tout mon parcours de vie, et encore aujourd'hui. Tu les as? Oui, je les ai. Alors, j'ai juste les 2 dernières strophes. C'est « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». C'est très joli. Et ça, toi, ça te guide, ça te Alors, parle? ça me guide aussi bien personnellement, dans ma vie aussi, mais même vis-à-vis des patients. Enfin, c'est, Et oui, la question derrière, c'est vraiment je crois que je suis le maître de mon âme. Et c'est ce que tu veux aider à faire pour les personnes que tu accompagnes, qu'on puisse reprendre et qu'on soit acteur de nos vies. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as un rituel bien-être quotidien? Bah non. Parce que qui dit rituel dit routine, étiquette. Dit machin. Là, je serais plus en cohérence avec moi-même, ça marche pas. Par contre, ce que j'adore faire, et j'ai la chance d'être matinale, c'est que du coup, à partir de 5h30, 6h du matin, je suis debout. Oh non. Et si. Oh mon et Dieu. je prends le temps de me lever, de prendre un café ou 2, de profiter de mon petit-déj. Et là, alors c'est pas encore la saison, mais quand il commence à faire beau le matin à 6h, ça c'est mon gros kiff, voir le soleil se lever. Incroyable. Pour moi, tu vois, là, t'es un ovni. Alors là, vraiment, tu vois, tout le reste de la conversation, ça allait, j'ai réussi à te suivre, et puis là, ça y est, je décroche. Moi, je suis pas du tout matinale. Donc, mais est-ce que ça veut dire que tu dors très peu, ou est-ce que ça veut dire que tu te couches avec non, ça veut dire qu'à 22h, il n'y a plus personne. Hein. Ouais, bah ok. Donc non, là, tu vois. Bon, Josépha, pour terminer, est-ce que tu es heureuse? Ah ouais. Alors là, vraiment, sans aucun doute. Ouais. C'est pas facile tous les jours, mais oui, je le suis. Vraiment. Depuis combien de temps t'as trouvé cette... tu vois, ça m'évoque l'idée d'un équilibre. L'équilibre, il est... depuis combien de temps? Je pourrais pas te dire parce que c'est des choses qui se construisent. Je dirais peut-être 4-5 ans maintenant, où je peux vraiment dire oui, ok. Là, déjà, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je fais.
Et ouais, là maintenant je suis heureuse. Après, ça veut pas dire que je suis heureuse tout le temps. Il y a Non. forcément des épreuves aussi, il y a des moments plus durs, il y a des moments de doute toujours, mais c'est ok. Tu vis avec. Ouais. Eh bien, ok. Merci beaucoup, Josépha. Mais merci à toi. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Look outside yourself.